Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où j'avais envie de vous parler d'expérience de pensée. Une expérience de pensée, ce sont des scénarios que des chercheurs ou des philosophes ont inventés pour tester certains concepts. En fait, c'est un petit peu comme des expériences scientifiques. Ces expériences de pensée, elles permettent vraiment de débattre concrètement sur une idée, une philosophie. Elles permettent aussi de s'amuser en soirée quand on balance l'exemple et de faire un petit tour de table sur ce que chacun pense de quoi. Et ce sont aussi de très bons exemples à placer en explication de texte ou en dissertation. Vous le savez, je suis toujours partisane de dire que vous pouvez utiliser des exemples de votre vie quotidienne, de l'actualité, des Disney et de Game of Thrones, mais de temps en temps, placer une petite expérience de pensée célèbre, c'est la classe. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter 5 expériences de pensée très connues sur des sujets variés afin de pouvoir utiliser différents concepts philosophiques. La première expérience de pensée est celle de l'anneau de Gygès, présentée tout simplement par Platon dans La République. Elle apparaît, je crois, au second tome de La République, alors que Socrate est en train de discuter avec ses amis de la justice et de ce qui fait qu'une action est juste et des motivations qui vont agir un homme à agir justement. C'est alors que Glaucon, oui, on est sur un super prénom pas encore revenu trop à la mode, qui est, je crois, le frère ou le cousin de Platon, raconte la légende de l'anneau de Gygès. On va faire rapide. En gros, Gygès était un honnête homme qui a toujours agi justement et qui un jour tombe sur un anneau qui peut le rendre invisible. Je suis sûre que ça vous rappelle quelque chose. Il va alors commettre une série d'actions de type pas très cool, comme séduire la reine, tuer le roi, prendre sa place, etc. Et l'objectif de cet exemple, de cette petite expérience de pensée, est de montrer que ceux qui pratiquent la justice agissent par impuissance de commettre l'injustice. En gros, de dire que si on avait tous la faculté d'être invisible et d'être impuni, on n'agirait pas aussi justement que ce qu'on fait actuellement. Est-ce qu'un homme ayant en lui tous les pouvoirs continuerait d'agir justement et de faire le bien ? Pour Glaucon, ce nom est vraiment nul. Pour Glaucon, la conclusion du mythe de Gygès est sans appel. Tout homme ayant la possibilité de commettre une injustice sans être puni, la commettra. Même un honnête homme, même ce bon vieux Gygès, ne résiste pas à la tentation. L'objectif, du coup, dans la démonstration qui suit pour Socrate, etc., c'est de montrer que l'homme doit absolument savoir se gouverner lui-même. Il doit pouvoir équilibrer ses passions contradictoires qui sont en lui. Et c'est justement pour éviter ce genre de dérive que les individus en sont venus à partager le pouvoir, de façon à ce qu'aucun homme n'ait plus de pouvoir qu'un autre. Donc bien sûr, ici on parle de politique, de justice, de moralité, et l'exemple de l'anneau de Gygès est une manière de mettre en pratique ces concepts et de s'interroger sur leur validité et leur application. Si personne ne peut vous punir, continueriez-vous à agir moralement ? Eh bien je vous pose la question, dites-moi en commentaire. Deuxième expérience de pensée est ce qu'on appelle l'expérience de Molyneux. C'est une expérience qui a été imaginée et pensée par le savant et politicien irlandais William Molyneux en réponse à John Locke à la fin du XVIIIe siècle. Le problème de Molyneux pose la question de savoir est-ce qu'un aveugle de naissance qui a appris à reconnaître avec le toucher une forme sphérique d'une pyramide par exemple, est capable, si on lui recouvre la vue, de différencier la sphère de la pyramide à l'aide simplement de ses yeux. Que ce soit Molyneux ou Locke, les deux ont conclu que non, l'aveugle ne serait pas capable, une fois la vue recouvrée, de reconnaître la sphère de la pyramide seulement à l'aide de sa vue. Beaucoup de grands philosophes se sont exprimés sur ce sujet. Berkeley, Diderot, Leibniz, Voltaire, bref, tout le gratin a donné son avis. Il se trouve que l'expérience a pu être réalisée en vrai avec un aveugle qui a effectivement recouvré la vue et qu'en effet, il n'est pas possible pour lui de distinguer la sphère de la pyramide avec seulement ses yeux. Ce problème est très utile pour illustrer les questions de perception et de sensorialité en philosophie. Troisième expérience de pensée, peut-être, je pense, l'une des plus connues, celle du fameux tramway. Elle est extrêmement connue en philosophie morale, il existe plein de variantes, de différents scénarios, etc. Mais en gros, l'expérience de base est la suivante. Imaginez un tramway qui avance donc sur ses rails et qui se dirige droit sur 5 cheminots en train de travailler sur les rails. Il est impossible pour le tramway de freiner. Il n'y a plus de frein. Et les 5 hommes vont bientôt être percutés et tués par le tramway. Maintenant, imaginez que vous ayez la possibilité, non pas d'arrêter le tramway, non pas de prévenir les hommes, mais d'actionner un levier qui permet de dériver le tramway sur une autre voie, sur laquelle il n'y a qu'un seul cheminot qui travaille, et qui donc sera tué du fait que vous ayez dérivé le tramway. Que faites-vous ? La morale utilitariste vous dira par exemple qu'il faut intervenir pour dériver le tramway, puisque vous ne tuerez qu'un seul homme, là où 5 hommes auraient dû mourir. Une vie de perdue contre 5.
Il vaut mieux qu'il y ait qu'un seul mort que 5. Cependant, on pourrait dire que ces 5 hommes étaient destinés à mourir et qu'en intervenant, c'est vous qui allez changer le cours des choses et c'est vous qui, quelque part, allez de votre main tuer le cheminot qui travaille seul sur les voies. Quelle est la chose la plus morale à faire? Est-il convenable de sacrifier une personne qui ne devait pas mourir pour en sauver un plus grand nombre? Ou bien faut-il ne rien faire et laisser faire le destin tel que les choses étaient prévues? Cela interroge donc en moralité sur la valeur d'une vie humaine, sur la notion d'action ou de non-action. Le fait de ne rien faire, est-ce une action aussi? Est-ce ne rien faire? Est-ce pire que de faire quelque chose de mal? Est-ce quelque part participer à quelque chose de mal? Etc. Comme je vous disais, il existe beaucoup de variantes. Et si vous pouviez arrêter le tramway en poussant la personne sur la voie, etc., etc. Je vous invite à aller voir sur internet, vous trouverez facilement toutes ces variantes. Ou bien cette expérience de pensée est beaucoup traitée dans le livre de Ruben Augien, l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, livre dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo. C'est un livre qui réunit plein d'expériences de pensée comme celle du tramway, spécifiques à la moralité et à la justice, mais je vous invite à aller le lire, il est vraiment génial. Et vous aurez toute l'expérience bien expliquée avec toutes les variantes, etc. Quatrième expérience de pensée, la machine à expérience. Alors là, il n'est plus question du Seigneur des Anneaux, mais plutôt de Matrix. La machine à expérience est une expérience de pensée inventée par Robert Nozick dans son livre Anarchie. Son but est de critiquer la philosophie hédoniste, donc la philosophie du plaisir, une philosophie qui met en avant le fait que ce qui est bien, ce qui est bon, est justement ce qui est bon, le plaisir. Tout ce qui est source de plaisir est bien et est désirable. Et donc Nozick imagine qu'on ait le choix entre une réalité quotidienne et une réalité simulée apparemment préférable. Donc Nozick critique un petit peu cette philosophie hédoniste qui associe donc le bien au plaisir, qui est un petit peu d'ailleurs la même philosophie que la philosophie utilitariste, et il propose une expérience de pensée avec le scénario suivant. Imaginez donc une machine qui soit capable de nous faire vivre toutes les expériences que l'on veut, du coup plutôt positives, sur laquelle il suffit de se brancher, on perd connaissance, on rêve en gros, et on peut vivre absolument tout ce qu'on veut. On peut vivre la vie qu'on veut, et vivre tous les plaisirs que l'on souhaite. Seulement, ce n'est pas réel, puisque c'est seulement quelque chose qu'on branche sur notre cerveau et qui nous envoie des images fictives qui sont complètement imaginaires. Il nous pose ensuite la question de savoir si on avait le choix, est-ce qu'on préférerait vivre notre vie réelle, avec forcément ses petits défauts, ses petits tracas, toutes les sources de non-plaisir que l'on peut avoir au quotidien, ou bien simplement s'allonger et vivre une vie complètement rêvée, mais idéale. Nozick estime que si le seul but dans la vie est de ressentir du plaisir, si c'est la seule valeur intrinsèque de la vie, alors il faut choisir cette vie imaginaire, cette vie fictive. C'est celle qui est la meilleure. Or, s'il se trouve que vous hésitez, s'il se trouve que vous dites non mais quand même c'est plus important de vivre les vraies choses, c'est que la philosophie hédoniste ou utilitariste n'est pas pertinente. Ou du moins ne peuvent pas se présenter comme quelque chose d'universellement éthique. Quels sont les arguments de Nozick pour défendre le fait que nous n'ayons pas envie de nous connecter à une machine? Tout d'abord, il semble que nous ayons envie de vraiment vivre les expériences. Nous voulons faire effectivement les choses et pas seulement avoir les expériences de les avoir faites. Ensuite, il semble que nous voulons être un certain type de personne. Nous ne voulons pas seulement faire des choses, nous voulons être quelque chose. Notre vie ne se résume pas à éprouver des sensations. Il y a vraiment aussi un aspect transcendantal à être une personne, être quelque chose. Après, comme toutes les expériences de pensée, il y a eu différentes variantes, différents ajustements. Si vous aviez la possibilité de vous réveiller et de décider si vous voulez continuer de vivre un rêve ou bien de vivre la vraie vie, etc., qu'est-ce que vous feriez? Bon voilà, il y a toujours plein d'ajustements aux expériences de pensée pour essayer d'approfondir les arguments. Du coup, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire qu'est-ce que vous préféreriez. Welcome to the real world. Et enfin, la dernière expérience de pensée est celle du bateau de Thésée. On revient un petit peu en arrière puisqu'il s'agit d'une légende qui a été évoquée par Plutarque. Je ne vous refais pas le mythe de Thésée, déjà parce que je le connais pas très bien, mais en gros, Thésée serait parti d'Athènes pour aller combattre le Minotaure, et à son retour, vainqueur, son bateau aurait été conservé par les Athéniens, voilà, comme une commémoration, comme un symbole grandeur et d'héroïsme. Le temps passe et forcément le bateau s'abîme, c'est un bateau en bois, du coup, voilà. Les Athéniens changent du coup au fur et à mesure les pièces qui s'abîment. Là, il y a une planche qui commence à pourrir, hop, on l'enlève et on remet une autre planche. De telle sorte que des siècles plus tard, le bateau est toujours là.
Seulement, il n'y a plus aucune pièce d'origine, elles ont toutes été changées au fur et à mesure pour sa conservation. La question est donc de savoir, s'agit-il toujours, selon vous, du bateau de Thésée? Certains disent que oui, d'autres disent que non, parce qu'à force de réparation, le bateau a été entièrement changé. Le problème de cette question est de savoir si le changement de matière implique le changement d'identité. Ou bien si l'identité se conserve par la forme, ou encore d'une autre façon, on pourrait dire par l'âme du bateau, la représentation du bateau, qu'est-ce qui en fait son identité profonde. Si par exemple les Athéniens avaient gardé toutes les vieilles planches pourries et avaient reconstruit un bateau avec, lequel serait le bateau de Thésée? S'il avait eu une autre forme, ce nouveau bateau, mais il aurait gardé les mêmes planches. On se rend compte que c'est une question qui peut apparaître aussi dans la conservation des monuments historiques, par exemple. Vous savez qu'à Paris, les pierres de la Bastille, qui a été détruite pendant la Révolution française, ont servi à construire des ponts et autres bâtiments parisiens. Du coup, la Bastille a-t-elle disparu? Existe-t-elle toujours à travers ces ponts? Idem, Notre-Dame de Paris qui brûle. Si on la reconstruit, est-ce que ça reste encore Notre-Dame de Paris? De toute façon, est-elle toujours Notre-Dame de Paris alors qu'elle a été modifiée à de nombreuses reprises au cours des siècles? Qu'est-ce qui fait qu'elle a cette identité? Et on peut même appliquer ces questions à l'humain. Si je fais de la chirurgie esthétique, suis-je toujours la même personne? Si demain on me coupe mes 2 jambes, suis-je toujours la même personne? Si je suis donneur d'organes et qu'une personne se trouve greffée avec l'intégralité de mes organes, poumons, cœur, estomac, tout ce que vous voulez, est-ce que je continue de vivre à travers cette personne? Ou bien non, ce qui fait que je suis moi-même, est-ce quelque chose de plus profond? Est-ce mon âme? Voilà. Toutes ces questions sont passionnantes et le bateau de Thésée permet vraiment de donner un exemple et de faire de ces questions-là une véritable expérience de pensée. Personnellement, donc, j'aime beaucoup les expériences de pensée. Évidemment, il y a toujours des petits malins qui veulent les contourner, qui te disent oui, mais en fait, il fallait réparer les rails et puis en fait, ce qu'il faut, c'est changer les freins des tramways. Ok, d'accord, ce sont juste des exemples, mais qui permettent vraiment de challenger certaines idées reçues qu'on a ou certains concepts. Et je trouve qu'ils permettent aussi de rendre plus concret la philosophie, en vraiment partant d'un concept et en l'appliquant à une situation concrète. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle expérience de pensée vous avez préférée et qu'est-ce que vous auriez répondu à ces différentes expériences de pensée. N'hésitez pas à vous en servir pour vos dissertations et vos explications de texte. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.